On va continuer avec vous voyez dans le programme, avec deux intervenantes qui vont nous parler. Donc, on continuera dans cette diffusion marivaudienne dans la péninsule ibérique. Et donc, premièrement, je vous présente Marina Ruiz-Cano, qui est docteur en littérature comparée par l'Université du Pays Basque et en études romanes par l'Université de Nanterre. Elle est professeure au département d'espagnol et des langues étrangères à l'Université du Mans, où elle l'était au moins. Et ses recherches portent sur le théâtre politique, le jeu entre la réalité et la fiction et le transfert culturel France-Espagne. Elle a récemment publié Le théâtre d'Albert Camus et l'Espagne, création et récréation, et Esto no es un cuento, sino un cortometraje, diderot en las pantallas españolas. Et après, notre organisatrice de Valladolid, la docteure en littérature comparée par l'Université du Pays Basque, Claudia Pena, qui est actuellement professeure ici permanente à l'Université de Valladolid, et où elle dispense des cours de langue et de littérature française. Et en 2002, l'Association espagnole des metteurs en scène lui a décerné le prix María Martínez Sierra de traduction théâtrale par ses traductions de Marivaux. Et ses recherches portent sur la traduction du théâtre marivaudien en espagnol et sur la perspective du genre en littérature. Et parmi ses publications les plus importantes figure una lectura de género de la obra de Marivaux a través de la traductología, apareció en Dickinson en 2022, la representación humanimal de la disputa de Marivaux, publicada en Sevilla, o Gabriel Whitkop, un análisis social sadiano desde tierras alemanas en el 25. Y bueno, pues, todas las traducciones de Marivaux, ¿verdad?, aparecidas en la ADE. Y hoy van a hablarnos de Marivaux cooficial catalán et galicien, ou Comment badiner avec les marges. Dame la parola. De todo o que ocorre na súa casa, nada hai máis verdadeiro que a miña paixón, que é infinita, e o retrato que lle fixen. Todos os incidentes que sucederon parten da habilidade dun servente que coñecía o meu amor, que se compadece de min e que polo engado da esperanza, do prazer de vela, me obrigou, por así dicilo, a consentir a súa estrategia. Quería facerme valer perante vostede. Iso é, señora, o que é o meu respeto. O meu amor e o meu carácter me impiden ocultarlle. Preferiría lamentar a perda da súa tenrura que de verlle a argucia de quen me proporcionou. Prefiro a súa xenreira que o remordemento de ter enganado ao que adoro. Se tivese sabido isto por outoro, que non fose vostede, sen dúbida o odiaría. Pero esa confesión que vostede mesmo fai, nun momento como este, cambia todo. Ese sinal de sinceridade encántame, pareceme incrível. E vostede é o home máis honesto do mundo. Despois de todo, xa que me ama verdadeiramente, o que vostede fixo para gañar o meu corazón non é reprobável. É lícito para un amante procurar os medios de gustar e debe ser perdoado cando o acadou. Nous ne voulions pas accueillir ce congrès de Marivaux dans l'État espagnol sans vous présenter un Marivaux déplacé au sens géographique et linguistique, et ce, à partir des traductions existantes dans deux langues co-officielles de l'Espagne, les catalans et les galiciens, le basque n'ayant pas, hélas, encore traduit Marivaux. Cette étude permet ainsi d'envisager un nouveau Marivaux à partir d'une perspective translinguistique qui s'avère par ricochet intrinsèquement politique dans la mesure où elle nous invite à remettre en question les canons et à repenser les notions des centres et des périphéries. Si Marivaux, en tant qu'auteur emblématique de la modernité française, incarne subtilement l'art de badiner, de jouer avec les affects, les hiérarchies et les idéologies de son temps, nous nous proposons de le rendre vivant, de le ramener à notre temps et de revendiquer son badinage avec et en d'autres langues, franchissant ainsi les frontières linguistiques. La question de la traduction en catalan et en galicien, langue historiquement marginalisée par le pouvoir central, nous permet de poser une question politique par les biais d'un choix esthétique, chaque langue ayant sa propre beauté et son imaginaire affectif. En effet, les traditions littéraires en langue co-officielle ont traditionnellement montré une certaine résistance à traduire les textes étrangers afin de nourrir un imaginaire romantique, proche du folklore parfois, avec toutefois une exception concernant les pièces à caractère politique. Mais alors,
Qu'arrive-t-il à l'apparente légèreté marivaudienne lorsqu'elle est versée dans d'autres langues, de surcroît chargée d'une mémoire des luttes, des répressions et des résistances culturelles? Pour y répondre, nous avons d'abord recensé les traductions et les mises en scène de l'œuvre de Marivaux en catalan et en galicien, en consultant les catalogues de la Biblioteca Nacional d'Espagne, Bibliothèque nationale française et du CCBIP, donc les catalogues communs, après consultation des travaux déjà existants, ainsi que la base de données du Centre de Documentación Teatral, pourtant incomplète, car elle ignore les représentations des troupes de théâtre amateurs. Ensuite, adoptant une perspective plus traductologique, nous avons identifié quelques stratégies afin de traduire le marivaudage, aussi bien sur les plans linguistiques que scéniques, question qui sera notamment développée dans les textes écrits pour respecter les temps aujourd'hui. Et enfin, nous nous sommes penchés sur la diffusion et la réception de ces versions, où les politiques culturelles et linguistiques ont joué un rôle fondamental, faisant émerger un Marivaux co-officiel qui, au-delà de la traduction, s'érige en porte-parole des minorisés, ici les langues, à travers des enjeux locaux de reconnaissance et de légitimation. Nous ne souhaitions pas ici nous limiter à l'exploration des marches linguistiques et géographiques, mais aussi épistémologiques. Ces jeux de déplacement nous mènent à nous interroger sur la potentielle existence d'une autre vérité du théâtre marivaudien. Nous parlons ici des contextes linguistiques et culturels où il y a eu une résistance historique à traduire des textes étrangers en raison d'une volonté de construction identitaire et d'un imaginaire culturel propre. Cette volonté de protection de la propre identité a souvent mené à la non-traduction ou à la traduction de textes dont la thématique est en accord avec les valeurs et idéaux politiques de la langue cible. Un exemple de ceci serait la traduction du théâtre de Bertolt Brecht en basque, un théâtre engagé qui entend l'art comme sphère conçue pour les combats idéologiques. La place pour la traduction de Marivaux serait par conséquent en cours de construction et nous constaterons par la suite qu'il reste beaucoup de travail à faire. Dans un premier temps, nous présenterons un état des lieux de traduction de Marivaux disponible en espagnol, catalan et galicien. Ces relevés bibliographiques, encore lacunaires dans la recherche académique, permettra de mesurer la place réelle de Marivaux dans les champs littéraires plurilingues de l'État espagnol. Nous voulons ici dresser un inventaire pour ainsi interroger les logiques éditoriales, politiques et symboliques derrière ces traductions ou leur absence. Le manque de traduction s'avère plus révélateur que les traductions en soi, et nous constatons malgré nous que ce vide répond à l'absence d'une tradition consolidée, ainsi qu'à une professionnalisation insuffisante en matière de traduction littéraire dans les langues co-officielles. Cette situation crée un vide qui, dans de nombreux cas, est comblé par des initiatives individuelles, où les traductions semblent davantage le fruit d'un engagement personnel en faveur de la normalisation linguistique que le résultat d'une insertion structurée dans les domaines professionnels de la traduction. Ces efforts proviennent souvent de la part des philologues, enseignantes ou metteuses et metteurs en scène étrangers au métier de la traduction, dont la motivation répond à une éthique militante plutôt qu'à une logique institutionnelle du secteur de l'édition. Afin de partager avec vous les différents textes marivaudiens versés dans l'État espagnol, nous avons élaboré une cartographie qui nous servira comme point de départ pour aborder la question de la pertinence de traduire Marivaux dans les langues minorisées ou minoritaires. Et notre vocation ici ne se limite pas à une logique de simple accessibilité linguistique, mais s'érige plutôt en tant qu'acte critique de révalorisation culturelle, de la réappropriation patrimoniale et de renforcement des imaginaires littéraires propres à chaque communauté linguistique. Tel que nous les concevons, traduire Marivaux en catalan, en galicien et espérons bientôt en basque, c'est faire dialoguer un patrimoine dramatique européen avec des cultures longtemps invisibilisées et réinscrire la légèreté de son théâtre dans un horizon de lutte pour la pluralité linguistique, tel que l'auteur même l'aurait voulu. Nous présentons ici une chronologie dont l'étude critique sera approfondie dans la publication des traductions vers l'espagnol. Notre collègue Maria Teresa Lajoini nous parlera cet après-midi des traductions faites par Breton de los Herreros au XIXe siècle. Et en ce qui concerne les traductions en langue co-officielle, nous constatons la malheureuse absence de traduction en basque, la présence d'une seule traduction en galicien et la traduction de quelques titres, souvent les mêmes, en catalan. Il nous a semblé anecdotique de constater que Les Fausses Confidences a été traduit en 2005 vers l'espagnol, le galicien et le catalan.
Et Lydia et moi avons pris l'engagement de traduire vers l'espagnol la totalité du théâtre marivaudien pour l'association de metteurs en scène, dont le directeur, Carlos Rodríguez, nous parlera cet après-midi. Nous comptons actuellement, sauf erreur de ma part, 13 volumes publiés et un sous presse, ce qui fait un total de 26 pièces de théâtre traduites à ce jour. Concernant les mises en scène, comme vous pouvez les voir sur l'écran, nous avons recensé une douzaine, et toutes en catalan, puisque Marivaux n'a pas encore été joué en galicien malgré nos recherches, ni en basque. Et les mises en scène en catalan répondaient souvent à un désir de jouer les pièces de Marivaux, ce qui explique sans doute certains choix traductologiques, comme on le verra plus tard ou dans l'édition écrite. Il faut aussi signaler que la première mise en scène de Marivaux en 1987 du jeu de l'amour et du hasard avait, sous la direction de Calixto Vieito, actuel directeur du théâtre Arriaga de Bilbao, et avait pourtant reçu un accueil assez mitigé. Et comme vous pouvez le constater, finalement, il s'agit toujours des mêmes pièces qui sont jouées, en particulier les jeux de l'amour et du hasard qui a été joué à 4 reprises et qui suit un peu les mêmes logiques des mises en scène et de représentation qu'en France. Et pour contextualiser un peu la traduction littéraire en langue co-officielle, histoire de ne pas m'attarder sur la liste, la traduction du canon littéraire dans les langues co-officielles s'avère une question d'équité culturelle et de justice linguistique, mais c'est avant tout un parcours du combattant qui doit faire face à l'hégémonie culturelle de l'espagnol accrue depuis le franquisme. Donc là, pour replacer un peu ces traductions pour les personnes un peu moins familières avec l'histoire culturelle en Espagne. Pendant la dictature franquiste, jusqu'à 1975, on assiste à une répression systémique des langues autres que l'espagnol, ce qui provoque la marginalisation institutionnelle du catalan, du basque et du galicien, malgré les tentatives à la fin de cette période pour créer des structures linguistiques officielles, y compris des écoles de théâtre. Si la publication en ces langues n'est pas illégale, elle devient souvent la cible de la censure et, par conséquent, la production et la réception des traductions littéraires sont réduites à des niches clandestines ou limitées à l'exil. La transition démocratique reconnaît formellement les droits linguistiques, en particulier avec l'article 3 qui stipule que les castillans est la langue espagnole officielle de l'État, que les autres langues espagnoles seront également officielles dans leurs communautés autonomes respectives et que la richesse des différentes modalités linguistiques de l'Espagne est un patrimoine culturel qui doit être l'objet d'une protection et d'un respect particulier. Mais la réalité, c'est que la normalisation linguistique peine à s'instaurer malgré quelques avancées dans les années 1980. Son développement va d'ailleurs de pair avec les développements théâtraux, comme la création des centres dramatiques nationaux en Galice et en Catalogne, toujours pas en basque, enfin au Pays basque. Et bien que la traduction dans les langues co-officielles soit encouragée, la portée politique reste inégale en fonction de l'engagement, la volonté des maisons d'édition et la visibilité internationale des langues minorisées. Dans ce sens, la traduction devient un outil de récupération culturelle, un mécanisme de résistance à une logique éditoriale régie par la commercialisation et la prépondérance des langues dominantes. Ainsi, défendre la nécessité de traduire le canon littéraire et de redéfinir celui-ci dans toutes les langues revient à inscrire les contenus dans un nouvel horizon culturel, à générer des résonances et des relectures renforçant les capitales symboliques de la langue cible et articuler des systèmes littéraires périphériques qui, grâce à la traduction, acquièrent une cohésion interne et une reconnaissance externe. Le recours aux langues co-officielles est donc une valeur ajoutée et un outil de légitimation symbolique et de réparation historique. L'absence ou la rareté des traductions du canon en basque, galicien ou catalan n'est pas neutre, mais symptôme d'une asymétrie dans l'accès au savoir et de perpétuation d'une forme d'exclusion culturelle qui se mêle à l'inégalité linguistique. La traduction co-officielle permet donc de décentraliser la circulation des connaissances, de décoloniser l'expérience de lecture et de remettre en cause l'idée d'une culture universelle, médiatisée exclusivement par des langues hégémoniques. On garantit ainsi le principe de justice cognitive dans la mesure où toutes les communautés linguistiques devraient avoir le droit de lire Marivaux, Jane Austen ou Cervantes dans leur propre langue, non pas comme un acte d'exotisme ou de résistance, mais comme une partie naturelle de leur expérience culturelle et personnelle. Cette approche coïncide avec les postulats de la théorie postcoloniale et du multilinguisme critique qui dénonce les mécanismes d'exclusion implicite dans la distribution inégale du savoir. La traduction du canon dans les langues co-officielles n'est donc pas seulement une politique culturelle nécessaire, mais une exigence éthique d'équité et de diversité. L'analyse des catalogues de la Biblioteca Virtual Miguel Cervantes du Centre de Documentation i Museu des Arts Escéniques
et des catalogues d'édition de référence tels que Editorial Galaxia en Galice, Édition 62 en Catalogne et Erein au Pays Basque, met en lumière les différences quantitatives concernant le nombre de traductions, le catalan restant privilégié dans les contextes de traduction en langue officielle. D'après les données compilées par Montserrat Francesca et Franquesa en 2021, les Catalans comptent plus de 1500 traductions d'œuvres du canon européen réalisées depuis le rétablissement des institutions démocratiques en 1978 jusqu'en 2020, contre moins de 500 en galicien et environ 300 en basque. Ceci répond partiellement à la continuité historique de l'industrie éditoriale catalane et à la mise en place des politiques institutionnelles comme le programme de soutien à la traduction de l'Institut Ramon Llull depuis 2002, qui a financé plus de 2000 projets éditoriaux, tandis que le Consejo de la Cultura Galega et le gouvernement basque, avec des programmes comme Tradutopia en Galice ou Itzul Pensaila au Pays Basque, n'ont jamais connu une continuité ni un budget comparable. L'accessibilité au canon traduit constitue dans ces contextes les signes d'une démocratisation culturelle inégale. En ce sens, nous rappelons que toute traduction est aussi une sorte de négociation interculturelle, car elle met en scène les tensions entre le centre et la périphérie, c'est-à-dire entre les langues dominantes et celles qui ont historiquement été reléguées. Comme nous l'avons déjà signalé, les langues qu'officielles oscillent entre la volonté de construction d'un système littéraire autonome, reflétant leur propre identité culturelle, et la dépendance des logiques capitalistes du marché éditorial, souvent orientées par des considérations commerciales immédiates qui relèguent la traduction des classiques à un rôle marginal. Il est pourtant constaté qu'un système littéraire consolidé repose sur la capacité à inscrire les œuvres fondatrices dans sa propre langue. C'est pourquoi nous concevons la traduction en tant que stratégie de légitimation permettant aux langues minoritaires et minorisées de rompre l'isolement symbolique dans lequel elles ont été maintenues, dépassant ainsi leur instrumentalisation politique. Dans le cas de la Catalogne, des initiatives comme la collection classique de la littérature universelle ont contribué à la création d'un corpus de références en langue catalane, tandis que le manque d'initiatives semblables en Galice ou au Pays Basque a limité la possibilité de forger un panthéon littéraire commun, ce qui nous éloigne du geste de souveraineté symbolique qui constitue de subvertir les discours hégémoniques grâce à la réappropriation. En traduisant Diderot en basque ou Marivaux en galicien, nous ne serions pas simplement en train de faire lire ces auteurs, mais de les recontextualiser à partir de notre propre imaginaire culturel. Traduire les canons, traduire Marivaux, équivaut à affirmer que ces langues sont également capables de porter une pensée complexe, une esthétique raffinée et une vision du monde ouverte, permettant ainsi de construire une écologie des savoirs dans laquelle chaque langue est valorisée, non pas selon son poids démographique ou économique, mais selon sa capacité à enrichir les dialogues interculturels. Le cas de Marivaux est révélateur. Sa réception dans la sphère hispanique a été historiquement marginale, et plus encore si l'on considère ses traductions dans les langues minorisées. La seule œuvre traduite dans nos deux langues d'études, comme nous l'avons évoqué au préalable, est Les Fausses Confidences, qui devient ainsi un cas d'étude privilégié. Nous avons par la suite étudié les critiques en presse des spectacles de Marivaux en catalan, et à commencer par Les Fausses Confidences. Donc, la mise en scène en catalan des Fausses Confidences a reçu des critiques assez positives. Le jeu de la troupe a été salué par son occupation de l'espace scénique et par son élégance, et on soulignait d'ailleurs l'ambition d'un projet qui, pourtant, s'éloignait du chronotope du départ. En effet, le traducteur Sergi Belluel a choisi d'adapter la pièce et de proposer un format plus parlant pour le public, à savoir la comédie frivole hollywoodienne des années 1940, donc avec une mise en scène qui réécrit complètement les textes de départ, et ce, afin de mieux transmettre les marivaudages à son avis. Un pari réussi au vu des critiques théâtrales, qui souligne l'engouement du public, mais qui pose néanmoins la question sur l'essence du marivaudage et sur sa bonne réception, si on avait gardé les textes de départ. Pour essayer d'y répondre, nous avons examiné l'accueil d'une autre mise en scène des Fausses Confidences en catalan, qui a eu lieu en 2015 à Majorque, par une troupe de théâtre amateur. Et comme vous pouvez le constater sur la diapositive, les choix esthétiques classiques n'avaient rien à voir avec le parti pris des Belluel, mais tous les deux ont réussi pour autant à plaire au public, au point que le spectacle affichait complet. La clé est sans doute la multitude d'interprétations que les non-dits de Marivaux suggèrent, leur humour parfois cruel et qui laisse au récepteur le dernier mot. Concernant le jeu de l'amour et du hasard, qui a été joué 4 fois en catalan,
Et nous voulions signaler qu'il a été joué 4 fois, mais à partir de 4 traductions différentes, là où les deux mises en scène de la dispute ont toujours pris la traduction de Joan Casas. Cette prolifération des traductions surprend, en tout cas à notre avis, puisque 4 traductions en si peu de temps en catalan, alors que pendant toute la traduction, il n'y a eu aucune traduction. D'autant plus que la version de Jordi Teixidor, qui avait servi de base à la première mise en scène en 1987, a reçu un prix national de traduction des textes inédits en catalan. Donc, pourquoi fallait-il traduire en catalan 3 fois le même texte? Une première hypothèse que nous avons trouvée pointe l'article au titre dévastateur de Cómo cargarse un marivaux, et comment foutre en l'air un marivaux, qui avait démoli le spectacle en 1987. Donc, cette critique de théâtre avait été publiée par Joan Sagarra dans le journal généraliste El País, donc un journal lu par beaucoup de gens, qui a eu bien plus d'écho que la critique bienveillante d'Àlex Broix publiée dans La Vanguardia, donc un journal plus petit. Donc, première hypothèse, il faut refaire une autre traduction, puisque c'est à cause de cette traduction que les textes auraient échoué. On peut également penser à une question des droits d'auteur, Jordi Teixidor étant un dramaturge assez connu dans la scène catalane, et cette hypothèse se heurte néanmoins à son investissement pour développer le théâtre en catalan, donc il ne mettrait pas un frein à son développement. Pour l'adaptation de Pep Anton Gómez, la nouvelle traduction répond sans doute à une volonté de s'approprier les textes qu'il va lui-même mettre en scène. Donc lui, à chaque fois, il va mettre en scène des textes qu'il a traduits. Donc on est à la 3e traduction en catalan en un peu de temps. Et d'ailleurs, quand il avait traduit La double inconstance, il s'était même permis de transformer le personnage d'Arlequin qui devient Crispy. Et enfin, pour la traduction de Salvador Oliva, le choix du traducteur répond à la collaboration habituelle entre Salvador Oliva et Josep Maria Flotats, comme on a pu constater d'ailleurs très récemment avec le spectacle Voltaire-Rousseau La dispute, à partir d'un texte de Jean-François Prévent. Ce qui est salué par la critique de la mise en scène du jeu de l'amour et du hasard, c'est justement le maniement naturel de la langue de la part des actrices, fuyant la grandiloquence et l'artifice. Si l'effort pour traduire les nuances de la langue soignée de Marivaux, pour trouver les mots justes et ne pas dire plus que nécessaire, constituerait un exercice de premier ordre pour continuer d'enrichir la littérature en langue co-officielle, les textes auxquels nous avons pu avoir accès jusqu'à présent ont été conçus directement pour leur mise en scène. Ainsi, en dehors d'une analyse traductologique, nous avons pu questionner le processus de traduction théâtrale en tant qu'acte performatif dans le sillage de Traduire la lettre vive de Julie Vatin, alliant l'art du traducteur et celui du comédien, car il faut organiser le sens du discours, non seulement d'un point de vue d'équivalence littérale, mais aussi par le souffle ou le rythme du corps. Suivant cette idée, l'idée qui guide la traduction de Joan Casas est celle du naturel, moteur du renouveau théâtral français au XVIIIe siècle, et dont il s'empare fort à propos, comme en témoigne la citation du programme demain de la version catalane de La dispute. Le dialogue est partout l'expression simple des mouvements du cœur, c'est la nature que j'ai voulu copier, et c'est peut-être parce que ce ton est naturel qu'il est singulier. Donc il a voulu souligner cette idée. Jordi Teixidor explique également ses choix de traduction pour Le jeu de l'amour et du hasard en affirmant que, pour lui, le théâtre exige une compréhension immédiate de la part du public, sans quoi les nuances et les intentions cachées des non-dits ne sont pas saisies. Dès lors, afin de réussir à traduire l'idiolecte de Marivaux de manière effective, il décide de refuser un catalan qui serait trop recherché ou littéraire au profit d'une langue plus directe et moins alambiquée, quitte à réduire une partie du texte original. Et pour conclure cette perspective de la traduction littéraire dans les langues co-officielles, nous voulons mettre en valeur le fait que traduire constitue un acte culturel sans pair, ainsi qu'un outil essentiel pour assurer l'équité linguistique et la pluralité épistémologique. Il serait souhaitable de pouvoir compter sur un engagement durable de la part de l'État et des communautés autonomes afin de garantir la traduction de l'œuvre canonique, y compris celle de Marivaux, en catalan, galicien et basque, car, comme le postule l'UNESCO, la diversité linguistique est un droit inscrit dans le cadre constitutionnel et dans les traités internationaux. Ceci permettrait d'éviter que ces langues soient de nouveau reléguées à un rôle subsidiaire dans la circulation des connaissances et la littérature universelle. Nous estimons que l'accès inégal au canon littéraire européen et universel fait preuve, entre autres, de la manifestation d'une faille structurelle. La valorisation de la traduction sert à garantir les droits des personnes natives à accéder aux textes fondamentaux et légitime leur langue en tant que vecteur de la haute culture. Nous concluons ainsi que, loin d'être une activité périphérique, la traduction du canon dans les langues officielles doit être conçue comme un axe stratégique
de toute politique culturelle équitable, constituant un levier puissant pour consolider les systèmes littéraires minoritaires, affirmer la dignité des langues et déconstruire les hiérarchies culturelles héritées du passé. C'est dans cette articulation entre mémoire, pouvoir et langue que se joue la véritable portée politique de la traduction. Après avoir constaté que la traduction de Marivaux dans nos langues co-officielles a connu à une époque un début d'essor assez rapidement interrompu, nous voudrions souligner l'urgence d'un vrai investissement et d'un travail soutenu dans le temps pour que l'œuvre de notre auteur gagne en projection transculturelle et puisse résonner pleinement dans nos pages et dans nos théâtres, dans ces langues merveilleuses dans lesquelles, sans aucun doute, sa plume égalitariste aurait trouvé un écho naturel. Merci beaucoup.